Aujourd'hui, c'est une journée de recueillement pour les chrétiens catholiques. Le dimanche de Rameaux marque le début de la semaine sainte. Entrée en possession symbolique, chant liturgique et bénédiction des rameaux, les fidèles commémorent à Kinshasa cette entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Et cette célébration ouvre le chemin vers Pâques à suivre dans ce journal. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce journal magazine de 13h30 sur la RTNC. Mais d'abord, l'actualité. Les relations entre la République du Sénégal et la République démocratique du Congo sont au beau fixe. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu ce samedi 12 avril à la Cité de l'Union africaine l'émissaire du président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, porteur d'un message de fraternité et de coopération entre Dakar et Kinshasa. Rachel Foutou, Fils Matondo, reportage. Monsieur Abdourahmane Sarr est le ministre sénégalais de l'économie, du plan et des coopérations. Venu directement de Dakar au Sénégal, le ministre du gouvernement Sonko est porteur d'un message du président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, adressé à son homologue de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le contenu de ces messages épistolaires n'a pas été révélé. Toutefois, l'émissaire du président Bassirou Diomaye Faye s'est montré très optimiste sur la redynamisation de la coopération entre Dakar et Kinshasa. J'étais venu à Kinshasa comme envoyé spécial du président Bassirou Diomaye Faye du Sénégalais. D'abord pour exprimer au président ses sentiments d'amitié et aussi lui transmettre ses salutations fraternelles. Donc, et lui exprimer la satisfaction du président de la République sur la qualité des relations entre nos deux pays, qui sont excellentes. Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il ne peut pas y avoir des développements sans stabilité. Il ne peut pas y avoir des développements sans stabilité. Et sur les solutions qu'il faut pour la stabilité de la sous-région, donc le président Bassirou Diomaye Faye et le président Tshisekedi ont une totale convergence de vue sur les approches pour arriver à une stabilité sous-régionale du Sénégal et à la démocratie du Congo. Le président Bassirou Diomaye Faye et le président Tshisekedi ont exactement la même vision, n'est-ce pas, des solutions qui apporterait une paix. La question de la candidature de la République du Sénégal à la présidence de la Banque africaine de développement BAD a aussi été évoquée au cours des échanges. J'étais également accompagné de M. Hott, qui est le candidat du Sénégal pour la présidence de la Banque africaine de développement. Nous avons parlé de cette banque, de la vision de notre candidat en a, qui est également de la vision du président lui-même sur ces questions de financement et du développement de façon générale. C'est la première fois qu'un officiel sénégalais de haut rang est arrivé à Kinshasa depuis l'avènement du président Bassirou. Cela augure une coopération bilatérale renforcée entre ces deux pays francophones. Les éléments des FARDC n'ont pas attaqué Goma, comme l'a souligné les M23 et l'AFC dans un communiqué. Le porte-parole des FARDC, le général-major Ekenge Bomessa Sylvain, a apporté un démenti sur ces fausses accusations des forces négatives. Un communiqué infondé et dépourvu de toute logique a été rendu public par l'AFC M23 soutenu par le Rwanda. Cette communication accuse les forces armées de la République démocratique du Congo d'avoir monté la nuit du 11 au 12 avril 2025 une attaque contre la ville de Goma. À ce sujet, les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent à donner des précisions objectivement vérifiables suivantes
à l'opinion nationale et internationale. 1. Au nord de la province, leur première position se trouve à plus de 300 km de la ville de Goma, dans le territoire de Lubero, au grand nord de cette province. 2. À l'ouest de Goma, les forces armées de la République démocratique du Congo sont en pleine défensive dans le territoire de Walikale. Au sud de Goma, les premières positions des FARDC sont à des centaines de kilomètres de la ville de Bukavu, dans le territoire de Mwenga, Uvira, Fizi et Chabunda. Le communiqué de l'AFC M23, taillé de toutes pièces, est en réalité un scénario sciemment monté, non seulement pour camoufler et justifier les tueries quotidiennes des civils dans la ville de Goma, mais aussi et surtout pour manipuler l'opinion et également satisfaire leurs appétits criminels. C'est une manœuvre dilatoire concoctée pour tenter de faire capoter toutes les initiatives de paix en cours. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en demeurant vigilantes et respectueuses des droits de la guerre, restent attachées aux engagements souscrits par la haute hiérarchie pour le retour d'une paix définitive dans l'Est de la République démocratique du Congo et dans la sous-région. Des pillages, viols, tortures, assassinats et actes de violation de l'intégrité nationale dans les zones occupées par l'armée rwandaise sont documentés par le ministère de l'Intérieur. C'est ce qui ressort de ce communiqué officiel. Le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières informe l'opinion nationale et internationale que l'armée rwandaise et ses supplétifs continuent de commettre des actes de violation de l'intégrité du territoire national, des assassinats, des tortures, des viols et des pillages. Les faits les plus récents sont les suivants. 1. 52 morts, parmi lesquels un malade tué par balle sur son lit à l'hôpital de Keshero à la suite de l'attaque armée organisée et simulée par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC contre les populations civiles de la ville de Goma et de ses environs dans la nuit du 11 au 12 avril 2025 afin de détourner les regards du monde portés sur les crimes odieux et ciblés perpétrés contre les populations civiles. 2. 297 cas d'assassinat et d'exécution sommaire, 72 cas de viol, des centaines de disparus, plus de 146 cas de torture corporelle, ainsi que plusieurs cas de pillage, entendez plus de 2000 vaches et des véhicules enregistrés entre le 6 et le 11 avril 2025. 3. Incursion, enlèvement, pillage et destruction des structures sanitaires dans les territoires de Walikale, notamment à l'hôpital général de Kiboua, au centre de santé de Kibati, au centre de santé de Kachebere, au centre de santé de Ruvungi et au centre de santé de Lubonga entre le 5 et le 9 avril 2025. 4. Persistance dans la mise en place d'une administration parallèle avec la nomination des bourgmestres au Sud Kivu et l'ouverture d'une CADECO. Par ailleurs, il est important de relever que les différents braquages, pillages, vols et rafles opérés par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC sur les populations et les institutions financières dans les zones occupées constituent un mécanisme de financement de la guerre par Kigali qui éprouve à ce jour d'énormes difficultés pour prendre en charge ces militaires et supplétifs illégalement déployés sur notre sol.
En outre, l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC se préparent à commettre de nouveaux massacres et assassinats ciblés contre les populations civiles dans les zones occupées afin de tenter désespérément de faire chanter les FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo. Les faits cités si haut qui s'ajoutent à ceux précédemment dénoncés constituent une violation flagrante des instruments internationaux, notamment la Charte des Nations Unies, l'acte constitutif de l'Union africaine, ainsi que la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières continue de documenter ces violations graves perpétrées par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC afin que justice soit rendue. Fait à Kinshasa le 12 avril 2025, Chabani Luko Biango, Jacquemin. Les enseignants des territoires sous occupation des rebelles rwandais et ses supplétifs du M23 vont toucher leur salaire par monnaie électronique en attendant la mise en application de la paie par la carte biométrique. Une réunion d'urgence a été tenue à la Dinakopé. Un reportage signé René Koulonga, Lucie Lavichissenda. Les enseignants congolais vont bientôt commencer à toucher leur salaire par la carte biométrique. En attendant la mise en service de cette carte, la solution palliative tente d'être trouvée afin de payer les enseignants des zones sous occupation. Ce cas a été traité au cours d'une réunion présidée par le directeur chef de service de la Dinakopé, Boniface Mbaka, à l'intention de l'intersyndicale, du député provincial du Nord Kivu et de la Caritas qui assure la paie de cette partie du territoire national. Effectivement, comme les représentants en province sont sur place et l'opérateur de paie Caritas particulièrement qui couvre ces zones sous occupation, on a trouvé l'angle avec eux, ils retirent l'argent ici et ils l'envoient par la voie de mobile money afin que les enseignants créés à la main touchent aussi leur salaire comme les administratifs venaient de toucher déjà de l'air. Manu du Nord Kivu s'est dit rassuré quant à cette solution palliative. Leur cri de détresse ne pouvait pas me laisser tranquille. C'est comme ça que je suis venu voir le directeur national. Et je lui ai trouvé sur la question et avec beaucoup d'autres responsables du secteur. Et nous sommes rassurés par la réponse nous donnée par donc, le directeur national. Nous sommes toujours ensemble en train de suivre pour que l'enseignant trouve au plus vite sa rémunération. La solution définitive à ces problèmes est la digitalisation du système d'information de la paie de la Dinakopé. Chaque année, le dimanche des Rameaux commémore l'entrée initiatique de Jésus-Christ à Jérusalem. Dans l'archidiocèse de Kinshasa, les paroissiens ont célébré cet événement avec éclat. Jacques Kabouaba nous fait découvrir les moments forts de cette célébration à la paroisse Saint-Maximilien Kolbe de Ngafani, dans la commune de Mongafoula. Toutes les années, on célèbre le dimanche des Rameaux, l'entrée messianique du Seigneur Jésus à Jérusalem, la ville 3 fois sainte. À travers les paroisses de l'archidiocèse de Kinshasa, les fidèles ont célébré cette fête avec faste. Lorsque Jésus-Christ était entré dans la ville du grand roi David, il y avait une foule immense devant lui avec les rameaux en main. À la paroisse Saint-Maximilien Kolbe, les célébrants a, dans son homélie, exhorté les fidèles à l'amour de Dieu. Elohim Père Céleste nous invite à travers Jésus à les regarder autrement. Il suffit de parcourir les acteurs du récit de la Passion pour voir comment chacun ne pensait que pour lui-même. Pourquoi Judas Iscariot a trahi et vendu Jésus? Pour gagner l'argent. Pourquoi Pilate, le gouverneur romain, a commis l'injustice d'avoir laissé condamner Jésus? Pour se sauver devant une grande foule, il avait tellement peur. Pourquoi Hérode était-il content de voir Jésus? Pour satisfaire sa curiosité. Jésus, par contre, pensait aux autres. Malgré ses souffrances, les humiliations, les insultes, n'avaient cessé de penser aux autres. Quel oubli de soi. Au lieu de blâmer Pierre, il a prié pour lui. Il n'avait pas refusé à Judas de participer au repas. Il lui avait donné la possibilité de changer ses mauvais plans. Si nous voulons suivre Jésus à l'entrée de Jérusalem accompli et célébrant, nous sommes appelés à suivre son chemin de la croix. Nous sommes aussi invités à suivre son exemple. Penser aux autres, offrir sa vie, arrêter la violence, jamais condamner, aider ceux qui souffrent, consoler les malheureux, être miséricordieux, encourager, pardonner et sauver.
nouveaux ambassadeurs respectivement de l'Ouganda, de l'Ukraine, du Soudan et de Venezuela ont présenté leur lettre de créance au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Le chef de l'État a aussi donné le coup d'envoi des travaux de l'Assemblée générale ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Et en début de semaine, le président de la République et la première dame ont rendu une visite de réconfort aux sinistrés des dernières pluies diluviennes à Kinshasa. Pierre Kibambeso Moïsa. Une catastrophe naturelle, les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa dans la nuit du 4 au 5 avril ont causé d'importants dégâts humains et matériels dans des quartiers des municipalités de la capitale. En compagnie de son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a consacré la majeure partie de la journée de lundi 7 avril à la visite des réconforts des sinistrés et rescapés de ces pluies internées dans le gymnase du stade Tata Raphaël, un des sites aménagés pour accueillir près de 200 familles, parmi lesquelles des femmes et des enfants dont les maisons ont été englouties par les eaux en furie de la rivière Ndjili. Le couple présidentiel s'est ensuite rendu au centre de santé de référence de Vidjana, dans la zone de santé de Lingwala, où 20 sinistrés étaient admis depuis dimanche 6 avril. Le chef de l'État et la distinguée première dame ont fait le tour des salles pour s'imprégner des conditions de prise en charge des patients accueillis dans ces centres. Tout en saluant l'élan de solidarité manifesté par la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi et d'autres personnes de bonne volonté, le président de la République a instruit le gouvernement de prendre des mesures en faveur de tous les sans-abri. Le Conseil supérieur de la magistrature a tenu son assemblée générale ordinaire, sa toute première depuis sa création en 2008. Dans l'amphithéâtre Marcel Liaou, au siège de la Cour de cassation, le président de la République, magistrat suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé au lancement des travaux de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. Dans son discours, le chef de l'État a appelé les magistrats à rendre une justice intègre sans céder aux pressions ni aux intérêts privés. Les magistrats doivent être garants d'une justice qui assure, rassure et protège les droits fondamentaux des citoyens. Une recommandation du magistrat suprême. Reçus tour à tour à la cité de l'Union africaine, 4 nouveaux ambassadeurs respectivement de l'Ouganda, de l'Ukraine, du Soudan et de Venezuela ont présenté au cours de la semaine leur lettre de créance au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kalousa Farid est le nouvel ambassadeur de l'Ouganda en République démocratique du Congo. Le diplomate ougandais est détenteur d'un diplôme de master en économie quantitative. Reçu à son tour par le chef de l'État, l'ambassadeur de l'Ukraine en RDC, Vassil Amianin, est diplômé en philologie et en traduction du chinois et de l'anglais de l'Université nationale Taras Shevchenko de Kiev. Il a exercé de nombreuses fonctions au sein de la diplomatie ukrainienne avant d'être affecté comme ambassadeur en République d'Indonésie et représentant de l'Ukraine auprès de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est. Osman Hussein Alamin Hamed est le nouvel ambassadeur du Soudan en République démocratique du Congo. Il est détenteur d'un haut diplôme en traduction français-arabe de l'université de Khartoum. Le diplomate soudanais a été ambassadeur au Sénégal, ambassadeur adjoint du Soudan en Belgique et directeur exécutif au bureau du ministère de l'Aide et de la Sécurité sociale. Madame Laura Evangelia Suarez a présenté ses lettres de créance au président de la République en qualité d'ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela en République démocratique du Congo. Elle occupe les mêmes fonctions en République du Congo et en République centrafricaine. Elle est détentrice d'un diplôme en études internationales de l'Université centrale du Venezuela. Sommet économique Abu Dhabi, Judith Souminoua présente la République démocratique du Congo comme une terre d'opportunités, reprise de la desserte en eau potable dans certains quartiers de la partie est de la capitale après les inondations, prise en charge des sinistrés des inondations à Kinshasa, le gouverneur Bumba appelle à la solidarité. Le résumé de ces titres et d'autres avec Mami Kadima.
Au cours de la semaine qui s'est achevée, l'actualité est restée dominée par les inondations à Kinshasa après les pluies diluviennes qui se sont abattues dans la capitale le 4 et le 5 avril. Le gouverneur de la ville s'était personnellement investi sur le terrain pour évaluer l'ampleur des dégâts. À cette occasion, un appel à la solidarité pour soutenir les victimes en cette période difficile a été lancé. Toujours dans ces mêmes chapitres, un briefing spécial a été organisé. Le ministre de la Communication et Médias a convié 3 ministres concernés directement par ces drames. Il a insisté sur le fait que le gouvernement prend en charge toutes les personnes en détresse. Dans cet élan de solidarité, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale était au chevet des sinistrés et blessés de ces pluies torrentielles. Dans sa JBCR, des vivres et non-vivres pour réconforter ces victimes dans quelques sites d'hébergement. Elle était également dans les hôpitaux Vijana et mères et enfants pour un soutien aux malades victimes des inondations. Elle n'est pas restée indifférente face au drame qui a touché une partie de la population quinoise suite aux inondations provoquées par le débordement de la rivière Ndjili après les pluies diluviennes. Maman Marthe Kassalou, à travers sa structure AFEPRO, était dans quelques sites d'hébergement pour apporter un soutien aux victimes de cette inondation. Un offre de soulagement pour les habitants de la partie est et au centre de la capitale qui pendant 4 jours de pénurie d'eau potable suite aux dégâts subis par la régie des eaux à la suite des dernières pluies. L'eau coule de nouveau au robinet dans quelques communes de Kinshasa. Toujours en semaine, un constat a été fait. La voie ferrée Kinshasa-Matadi coupée sur la section Kimwinza, Kingatoko et Kasangulu avec la catastrophe naturelle causée par des pluies du week-end dernier. L'ampleur des dégâts nécessite une intervention de grande envergure. Situation similaire à Kimwinza, les ponts qui s'est effondré empêchent ainsi le trafic. Changeons de chapitre, la RDC était représentée à ce grand rendez-vous mondial annuel Investment Meeting Congress 2025 par la première ministre Judith Suminwa qui, au cours d'un débat avec les leaders mondiaux, a représenté la RDC comme une terre d'opportunités malgré ses défis. Dans le même cadre, la chef du gouvernement a obtenu pour le port en eau profonde des bananas des engagements des DP World, le 3e plus grand opérateur portuaire mondial. Et puis en éducation nationale, un nouveau logiciel vient d'être mis en place. Cet outil informatique demeure une solution numérique innovante pour simplifier, fiabiliser et écourter les délais des processus de correction automatique de l'examen d'État, afin d'aboutir à une publication plus rapide des résultats. En justice, démantèlement d'un réseau mafieux de fabrication des faux passeports et de délivrance des faux visas. Les incriminés vont écoper une peine de 20 ans de prison assortie des amendes transactionnelles. Et pour terminer cette rétrospective, Kanyama KCC va se transformer en une véritable destination touristique. Il passe d'un simple centre de formation agricole à une cité moderne. L'aérodrome, baptisé Général Denis Kaloumé, nom du premier commandant du service national, accueille des petits porteurs et c'est grâce au dynamisme du commandant du service national, le lieutenant général Kassongo Kabouki. Le premier dossier, l'environnement insalubre est à la base de beaucoup de problèmes de santé. La population est-elle à observer certaines règles d'hygiène, surtout en matière d'alimentation? Est-elle consciente à quoi elle est exposée en consommant la nourriture mal protégée? La réponse dans ce dossier de Pati Tondouango et Jean-Paul Moaï. On s'observe aujourd'hui à Kinshasa un comportement à risque. On peut vendre les aliments et services dans un environnement immonde, sans respect des règles d'hygiène. Bien que conscients du danger, les vendeurs comme les acheteurs s'exposent tout de même. Vendre la nourriture à même les sols peut créer des maladies. En tant que mère, je leur conseille
de chercher les étalages parce que vendre à même les sols, ce n'est pas hygiénique. Les immondices mal gérés sont à la base de la pollution de l'environnement. M. Bofongue, expert en santé et environnement, explique. Les immondices sont responsables de la pollution de l'environnement. Ils s'encrisent et libèrent des nutriments, notamment l'azote et les phosphores, et ils sont responsables de plusieurs maladies. Ils peuvent, à la longue, lorsqu'ils produisent de l'azote et les phosphores, favoriser la prolifération des algues. Et lorsque les algues sont en grande quantité, vous avez des toxines, et les toxines sont responsables de plusieurs maladies, notamment la dégradation du foie, des complications respiratoires, des irritations au niveau des yeux, des douleurs abdominales. Les déchets, l'usage des récipients souillés, le main non lavé sont des occasions pour les microbes de se propager, cible des maladies qui peuvent s'avérer fatales. Il y a énormément de microbes et des micro-organismes qui peuvent être nuisibles à la santé d'une personne. Ces animaux qui sont déjà souillés, quand la personne va ingérer ça, il va avoir généralement les troubles digestifs, les nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales. Il faut savoir une détérioration de la qualité des nutriments. On peut perdre des vitamines, des protéines parce que l'aliment est exposé à l'air libre, exposé aux insectes, exposé aux rongeurs et autre chose. Un environnement insalubre expose la population à certaines maladies dites des mains sales, comme la fièvre typhoïde, l'hépatite A et le choléra, causés par les virus et bactéries qui s'ingèrent dans les aliments. Très important. Quand vous achetez des légumes, des fruits, il sera préférable de les nettoyer soigneusement avec de l'eau. Il faut éviter de manger tout pour des immondices parce qu'il y a des bactéries qui peuvent quitter des immondices à travers l'air, qui peuvent circuler avec des petites particules et se retrouver au niveau de votre alimentation. La gestion des immondices s'avère donc indispensable pour la protection de l'environnement. Il faut bien gérer les déchets, faire le choix, collecter, traiter, recycler. Et donc dans notre pays, s'il faut que nous ayons un système de programme de collecte, de traitement et de recyclage des déchets dans chaque ville, ça permettrait à ce que nous puissions avoir moins d'immondices sur nos avenues. Les soins de santé coûtent beaucoup plus cher que la gestion de son environnement, d'où mieux faut prévenir que guérir. Inondations, causes, conséquences sanitaires et pistes de solutions. La puissance des eaux des pluies diluviennes a détruit des vies et les conséquences des inondations peuvent être fâcheuses. Sur la santé des Kinois, les eaux peuvent être contaminées et déclencher des épidémies. Toutefois, il y a lieu de prévenir que guérir. Quelques pistes de solutions dans ce dossier de Bobette et Ngali Samba et Papi Mbongo. Les pluies s'annoncent encore et la situation revient à la case départ. Plusieurs quartiers sinistrés de la capitale portent encore les stigmates de la catastrophe naturelle. Parmi les causes de ces inondations meurtrières et destructives, quelques activités et comportements des Kinois. Njili était caractérisé par une vallée assez importante qui était utilisée pour les cultures maraîchères. Mais avec la pression foncière, cette vallée est une vallée qui s'est transformée en zone résidentielle. Lorsque maintenant vous venez construire dans ces milieux-là, vous créez, donc vous limitez en fait l'expansion de la rivière, donc vous augmentez son débit, son volume, et sans compter maintenant tous les déchets qui s'accumulent, qui font que par le bas également, les niveaux se relèvent. Il y a aussi, enfin, la prise d'eau sur la rivière Njili, juste après le pont de la Njili, vous avez cet ouvrage de la régie des eaux qui se trouve en travers de la rivière. Donc, quand vous avez une quantité importante d'eau, ça peut également refouler. Les conséquences des inondations déstabilisent la vie des familles à Kinshasa. Quand les eaux débordent, eh bien, eux, ils ont subi maintenant les conséquences. Ils ne sont pas responsables des inondations, mais c'est le volume d'eau, la précarité de leur construction et de leur quartier affecte maintenant donc le nombre de morts que nous connaissons. C'est par rapport à la précarité des quartiers
des conditions, des bâtiments dans lesquels les gens habitent. Sur le plan sanitaire, l'on redoute d'une contamination de l'environnement et de l'eau. Le ministre provincial de la Santé tire la sonnette d'alarme. En effet, des maladies hydriques et des épidémies s'invitent. Le danger, vous savez qu'il y a eu de l'eau qui s'est débordée. Et puis de l'eau qu'on appelle Maindi, cette rivière-là a plusieurs choses dans ses contenus qui se sont entrées et infiltrées dans leur maison. Il y a plusieurs choses. Il y a des épidémies qui peuvent être créées en ayant toutes ces lois. Ce que nous pouvons faire, c'est assurer que ces personnes-là puissent vivre en sécurité sanitaire au moment où toutes ces choses vont se passer. Ce que nous faisons, c'est maintenant mettre le plan de désinfectation, dératisation et désinsectisation de lieux pour qu'eux rentrent dans la sécurité. Et puis, faire ce qu'on appelle la sensibilisation sanitaire, leur montrer à la population les dangers qui courent à aller habiter dans les zones là, parce qu'il y a des zones, nous devons les dire carrément, qui doivent être supprimées, ou carrément que des personnes doivent être délocalisées parce que ce sont des zones en risque sécuritaire, même sur le plan de la sécurité sanitaire. Les pistes et des solutions sont connues, il suffit de les exploiter convenablement pour éviter le pire. Le développement d'une ville doit être contrôlé, planifié, encadré. Et à partir du moment où il y a cette absence de planification, de développement. Donc en fait aujourd'hui, Kinshasa se développe de manière spontanée. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'autorité pour vous dire construisez ici ou ne construisez pas ici. Donc on est là juste pour constater au moment où il y a des dégâts, mais qui vous a dit, il y a des gens qui ne savaient même pas que sur les bords de cette rivière-là, il y a des gens qui ont habité. Donc on est surpris de voir qu'il y a des gens uniquement au moment où on voit les conséquences. Donc on ne planifie pas et c'est ça les grands problèmes que nous avons. Déjà, on parle de catastrophes, de ce genre de catastrophes qui arrivent régulièrement à Kinshasa. Donc on devrait déjà avoir une structure technique qui est prête à faire face à ce genre de situations. La gestion de notre ville s'est fait vraiment par le haut. Et ce n'est pas bon. Une gestion devrait se faire par le bas, par les autorités les plus proches des populations, parce que si on doit attendre le gouverneur ou le président pour constater qu'il y a des constructions anarchiques dans une ville de 10 000 km², ce ne sera pas efficace. Donc il faut vraiment réfléchir sur la gouvernance de la ville, comment gérer la ville. Avec les prévisions météorologiques annonçant des pluies diluviennes sur la ville capitale et dans d'autres villes congolaises, il y a lieu de prendre des dispositions nécessaires pour prévenir et gérer les risques d'inondation en RDC. Facilitateur dans la crise rwando-congolaise proposée par le président congolais, la prouesse des Wazalendo contre le M23 à l'Est, la poliomyélite qui sévit dans le Tanganyika. Ces quelques titres parmi tant d'autres constituent la revue de presse dans une sélection de Jean-Pierre Ndolo Demazou et Jires Tofunji. Bienvenue mesdames, messieurs à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. Un nouveau facilitateur dans la crise rwando-congolaise, rapporte Arthur.cd. Il s'agit du président gabonais Faure Gnassingbé, proposé par l'ancien médiateur Joao Lourenço. La nomination officielle du médiateur doit être entérinée par les chefs d'État africains. Les Wazalendo, tout feu, tout flamme au sud Kivu, rapporte la percée. Ces vaillants combattants ont récupéré 4 agglomérations jadis au plateau du territoire de Kaleye. Le parc national de Kaouzi-Biega, théâtre d'affrontement entre Wazalendo et M23, note le quotidien. Ce cadre naturel reconnu pour sa biodiversité se voit ainsi perturbé par la violence. Une dizaine de villages dans le territoire de Bagata en province du Kwilu occupés par les miliciens Mobondo selon actualité.cd. Ceci contraint la population à se déplacer vers les milieux les plus sécurisés. La situation humanitaire se détériore davantage dans le nord Kivu et le sud Kivu, titre le potentiel.cd. C'est une alerte des organismes humanitaires dont la Croix-Rouge.
Mobutu, dont le Maniema est confronté à l'afflux massif des déplacés, clame la référence plus. Entre le 14 et 15 mars dernier, les autorités ont enregistré l'arrivée de près de 12 500 personnes déplacées. 3000 ménages qui ont fui les atrocités des rebelles du 1-23 à Walikale vivent dans des conditions difficiles à Tchopo. En croire 7sur7.cd, des familles dorment à la belle étoile sans assistance. Plus de 240 enfants dans le Tanganyika à la merci de la poliomyélite, titre Forum des As. Ces derniers sont paralysés et privés définitivement de la mobilité normale. La voie ferrée Kinshasa-Matadi est paralysée. Le désastre sur cette voie est incalculable, constate le phare. Cette situation est consécutive à la pluie du 4 au 5 avril dernier. La Codeco appelle au boycott des activités à Goma, livre forcetime.cd, ceci à la suite de la prétendue reprise des activités bancaires annoncée en grande pompe par l'AFC 1-23. C'est par cette revue de presse que prend fin ce journal. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi et merci à Nana Mozazebo de l'avoir rédigé. Ce journal est réalisé par Pascal Chichot, coordonné par Fimukundi à 20h.